J'avoue qu'à ce moment-là, vraiment, j'ai pas vu les dangers. Mais si on avait eu un débat, moi je sais ce qui serait passé. Si on avait eu un débat, moi je suis une élue verte. Ce que je fais en général quand il y a quelque chose que je ne sais pas quoi en penser, je demande aux membres de mon parti, est-ce que vous connaissez cette question et qu'est-ce que vous avez à dire, et tous les autres auraient fait la même chose et je pense qu'il y aurait eu une mobilisation. Voilà. Moi j'aimerais quand même vous dire qu'il n'y a pas eu de débat où on nous a dit les inconvénients, les avantages. Il n'y a pas eu un vote sur le principe. Voilà. Voilà, on nous les a montrés, on a été mis devant le fait accompli. Personne. Il se trouve qu'il n'y a pas un seul élu qui a trouvé que c'était pas bien, donc du coup il n'y a pas eu de débat. Et par contre, on a dû voter obligatoirement le budget, c'est machine à voter, mais ça n'a pas été, c'était pas un budget où il y avait machine à voter tant, c'était un budget global où il y avait plusieurs choses à l'intérieur. Mais ça, je vérifierai. Voilà. Donc en tout cas, moi j'ai entendu votre exposé, je suis contre les machines à voter, c'est une évidence, pas par principe parce que j'avais bien réfléchi, mais alors ce que vous dites, ça fait encore plus peur. Ça fait vraiment très peur, et c'est sûr qu'il y a des villes où ils ont reculé. Voilà, maintenant la question c'est citoyens, élus, comment on peut faire pour reculer là-dessus. Je voudrais juste dire quelque chose. Moi je crois qu'il ne faut pas effectivement trop casser du sucre sur le dos des élus qui ont même voté ces choses-là à une époque où eux-mêmes étaient très peu informés. Et ça apparaissait pas, les questions n'apparaissaient pas. Et comme ça a eu lieu pratiquement sans débat, et à ce moment-là, pour eux, pour les gens qui étaient là-dedans, ça n'apparaissait pas comme une question. C'était juste simplement une évolution, comme on se dit, je sais pas, les prochaines voitures, il y a un airbag, bon voilà pourquoi, bon ça va peut-être faire un petit peu débat, mais... Juste une parenthèse quand même, depuis qu'on est informé, bien sûr, l'hiver, on pris position. Non mais nous, à Mulhouse, nous avons pris position publiquement au conseil municipal, où les élus verts ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'il n'y avait jamais... On a dit publiquement au maire qu'on n'a jamais été consulté là-dessus, qu'il n'y avait pas eu de vote là-dessus. Le maire ne nous a pas dit qu'on avait tort. Hein. S'il y avait eu un vote typiquement là-dessus, il serait fait un plaisir de nous le dire. Et dans l'écho mulhousien, dans le journal, on a fait une tribune où on dénonce... voilà. Mais c'est juste pour quand même que vous compreniez comment ça s'est passé, quoi. Le PS a même demandé un moratoire dessus. Peut-être je me présente parce que certains d'entre vous me lisent sur les courriers électroniques. Bernard Albrecht. Je crois, pour moi, la vraie question, elle est vraiment dans la question politique. Et je vais essayer de vous expliquer. Alors, je nie pas du tout l'importance de l'expertise technique, bien sûr. L'expérience que j'ai faite, moi, quand j'ai interpellé le maire de Mulhouse, était quand même assez intéressante parce que il y a deux problèmes. On a une bataille sémantique, ça c'est clair, puisque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de reconnaissance par les élus politiques mulhousiens que ce sont des ordinateurs de vote. Il y a eu un étrange billet dans l'Alsace il y a quelque temps pour nous dire que bon, peut-être que c'est pas des machines à voter, peut-être que c'est un peu, mais enfin c'est pas non plus, c'est pas au réseau, donc c'est pas du vote électronique. Donc ensuite, électronique et réseau. Attendez, non. Et ensuite on nous a dit que bon, finalement il n'y a pas plus d'informatique que dans une caisse de supermarché. Enfin, on nous a sorti vraiment tous les arguments pour ne rien passer. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis allé dialoguer avec les gens de la mairie, mais j'ai essayé en même temps d'exiger une réponse politique. C'est-à-dire que je n'ai pas été satisfait tant qu'il n'y a pas au moins l'adjoint chargé des élections qui m'a répondu. Et qui m'a répondu, mais qu'est-ce que vous entendez par politique? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On met en place des systèmes techniques sans que les élus politiques, et d'opposition ou pas, ne soient capables de nommer ce qu'ils sont en train de mettre en place. À partir de là, comment voulez-vous avoir un débat démocratique? Parce qu'on ne discute même pas de la même chose. On discute de machines à voter ou de caisses de supermarché. Pourquoi vous n'avez pas confiance dans la caisse de supermarché? Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour moi très très inquiétant, pas seulement sur le plan du vote lui-même, c'est pour ce qui nous attend dans l'avenir, des décisions
que les politiques vont être amenés à prendre sur les processus techniques qu'ils vont nous imposer. Je veux dire, je travaille un petit peu sur ce qui se prépare dans le domaine des nanotechnologies, mais on ne peut pas leur faire confiance, c'est pas possible. Ils vont nous mettre des systèmes en place qu'ils ne vont pas contrôler. Moi, j'ai vraiment cette inquiétude-là, d'autant plus que, je veux dire, on n'a pas plus discuté à Mulhouse de la vidéosurveillance qu'on discute des ordinateurs de vote, enfin, alors qu'elle s'est multipliée dans la ville. Maintenant, on installe des systèmes biométriques de contrôle des cantines dans les collèges, enfin des gamins, des systèmes biométriques, on se demande pourquoi. Mais là aussi, sur le principe, il faut être moderne. Et moi, ça me choque profondément, cette question-là. Et l'autre aspect qui me choque, c'est que moi, quand je rentre dans mon bureau de vote, je vois NEDAP. Moi, je ne suis pas un Mulhousien, je suis un NEDAPien. Moi, je ne vote pas NEDAP. Et moi, je veux dire, moi, je continuerai à le dire, je ne vote pas NEDAP. Moi, ce qui me choque profondément, c'est qu'on ait privatisé une partie du processus électoral. Je trouve qu'on ne le dit pas assez. C'est pas normal du tout. On va vous applaudir pour ça. Et pour les actions à faire, parce que je parlerai plus après, moi j'ai proposé déjà, moi je vais le faire personnellement, mais tous ceux qui demandent au suffrage prochain, il va falloir qu'ils se positionnent. Hein. Parce que leurs partis se sont tous positionnés, on n'a pas vu de résultat pour l'instant. Donc il faudrait qu'aux prochaines élections, on le sente un peu plus quand même. Moi j'ai plusieurs remarques aussi. Alors comme monsieur, lors du scrutin, en fait, moi je suis allée dans le bureau de vote et j'ai interrogé les assesseurs, enfin une personne présente. Merci, c'est ça. Lorsqu'on vote, d'abord on donne sa carte d'identité et sa carte d'électeur. Un assesseur met donc sur une première liste une croix face à votre nom. Ensuite, vous passez voter. Pendant ce temps, un assesseur aussi note à une deuxième liste sur laquelle il y a un numéro d'ordre de passage des votants. Et ensuite, il y a une troisième liste qui est une liste d'émargement que les personnes qui ont voté signent après le vote. Donc, moi je suis inquiète parce que vous avez dit tout à l'heure qu'en fait la machine doit garder un ordre de passage des votants, et du vote sur la machine. En fait, elle n'est pas censée, enfin dans les spécifications, elle est censée garder un journal des événements, mais elle ne doit pas garder le vote lui-même. Le vote est censé être ensuite stocké aléatoirement, entre guillemets, indépendamment de cette horloge. Mais il vous est très difficile de vérifier que ça n'a pas été fait, que ça a été fait correctement. Pour l'assesseur qui était présent, j'ai demandé est-ce qu'il existe bien un système de cryptage à l'intérieur de la machine qui mélange donc le passage des personnes, et il était incapable de me répondre. Et d'ailleurs, encore une toute petite chose là-dessus, dans les spécifications, c'est marqué qu'il faut que effectivement le système soit fait aléatoire. Et je suppose que vous savez que les ordinateurs sont des machines déterministes, et que faire du hasard vrai avec un ordinateur, c'est très compliqué. Donc je ne sais pas qu'est-ce que NEDAP utilise pour faire son hasard, mais il est très possible qu'il soit aisé de retrouver comment il a généré son hasard, et donc en fait de débobiner le fil qui est censé avoir été... Parce qu'en général, un ordinateur, quand il génère des nombres dits aléatoires, en fait il utilise une fonction mathématique purement déterministe, mais dont on a prouvé que la séquence des nombres formait un ensemble qui avait des propriétés aléatoires. Donc là, j'ignore, hein. Je ne sais pas si publiquement quelqu'un sait comment ils font, mais c'est très difficile de faire du vrai aléatoire avec un ordinateur. Deuxième, j'ai encore une remarque. Quelqu'un mentionnait s'être trompé de bouton lors du vote. Je connais d'autres personnes qui m'ont dit la même chose, en fait. Mais des personnes assez réactives, donc qui ont pu corriger, qui ont pu vérifier et corriger. Parce qu'en fait, on avait un bouton 1 et un bouton 2. Bon, naturellement, on a tendance à appuyer sur le premier. Enfin, c'est une autre remarque. Oui. C'est qu'on peut classer, oui. On sait, et un ergonomiste pourra vous dire, pour par exemple une population à 80% droitière qui vient sur une machine,
quel bouton elle va appuyer le plus facilement, naturellement. Et donc, par exemple, si vous espérez récupérer, parce qu'il y a des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose, 1%, voire moins, des indécis qui vont dire, allez, vite, hop, vous savez, avec une bonne probabilité où ça va tomber. Ça, c'est un biais certain, sans avoir besoin de rien manipuler, surtout sur le système, simplement en choisissant où on met le candidat. Qui décide la disposition? Je sais Les numéros avaient été tirés au sort. C'est pas pour C'est le Conseil d'État. Non, c'est le Conseil d'État, c'est le tirage au sort après la. Non, parce que attendez, mais je trouve ça normal qu'ils mettent un numéro. Oui, moi je trouve anormal étiquette. 1 et 2. Et un numéro Oui, mais 1 attendez, et parce 2. qu'il y a quand même une question, je vais poser de fond. Moi, je n'ai pas la réponse à ça, mais est-ce que toutes les machines dans toute la France avaient Sarkozy 1 et Ségolène 2? Oui, enfin, C'est l'ordre alphabétique. la 1 et 2, je sais pas, mais au premier tour, l'ordre il était donné par le Conseil d'État. Donc, il Oui, y a pas- d'accord, mais au il y a pas deuxième de tour, souci. est-ce que toutes les machines étaient Bah, c'est programmées peut-être pour celui que... qui avait le plus de noms. Il y a peut-être un peu un- Je ne sais pas, moi je n'ai pas la réponse à cette question. Est-ce qu'à Rivesaltes, nous avions des machines? Est-ce qu'à Rivesaltes... Attendez, s'il vous plaît, pas tous à la fois, laissez-moi parler, après vous pouvez intervenir. Est-ce qu'à Rivesaltes, Sarko était 1 et Ségo 2? Est-ce qu'à Mulhouse, Ségo était... Je ne sais pas. C'était Sarko 1, Ségo 2. C'était Oui, mais à pareil. Rivesaltes, je vous avoue, maintenant, je ne sais plus. Pourtant, j'étais au bureau de vote. Sarko 1. Faire quoi? Donc des personnes réactives ont le truc peut-être de regarder l'écran, de lire qu'il y a une erreur, qu'ils se sont trompés, et puis de voir que c'est un petit peu déstabilisant hein, quand vous dites mince, je me suis trompé, qu'est-ce que je fais maintenant et tout. On est face à une machine, on n'a pas toujours le réflexe, on se dit bon bah maintenant c'est trop tard, hein, t'appuies sur valider. On n'a pas toujours le truc. Et ma troisième remarque, c'est en ce qui concerne la procédure pour laisser une remarque sur le registre. Il y a eu un souci chez une personne qui disait que donc, à 8h15 il n'y avait pas de registre, il ne pouvait pas laisser de remarque, il a fallu attendre 3/4 d'heure. Bon, ben, on n'a pas tous la possibilité d'attendre 3/4 d'heure, on a peut-être un train à prendre. Et puis un collègue, il est arrivé à un souci un peu plus grave, on lui a dit ben, écoutez, non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas laisser de message maintenant, il faudra que vous reveniez au moment du dépouillement à 6h. C'est pas légal. Je trouve que c'est grave. Et c'est légal, ça, Je seulement? trouve que c'est Alors, ils sont Non, obligés voilà, donc là, d'avoir on le peut document peut-être, CEFRA voilà. à l'ouverture du bureau. On me l'a refusé une première fois, Ah oui, parce que et puis je le demande 3 fois pour l'obtenir. Ah, bien sûr, ça ne m'étonne pas. il faut. Moi, j'avais découvert le lendemain dans l'Alsace, donc une interview de Madame Le Borgne qui disait comme quoi ils avaient encouragé les gens qui avaient des réticences à voter, à laisser des remarques sur le PV. Or, quand je suis arrivé au bureau de vote et que j'ai dit que je ne votais pas, on m'a absolument pas invité d'ailleurs à laisser quoi que ce soit. C'est ayant su ça, et avec l'action d'ordinateur de vote, que j'ai pris la procédure entière, parce que j'ai imprimé pour éviter d'être pris en défaut lors de... et par contre, ils voulaient carrément me prendre ce que j'avais préparé pour le mettre au PV. J'ai juste laissé ma remarque, numéro d'électeur, tout, et je suis parti. Il fallait 2 remarques. Mais c'est quand même incroyable le discours entre on a dit que, et la réalité sur le terrain en tant que citoyen, ou non, il n'y a rien qui a été dit, enfin, pas moi. Hein. Ça n'a aucune valeur parce que c'est l'assesseur lui-même qui va remplir ce document. Donc il va vous demander votre carte d'identité, il relève le nom, le prénom, l'adresse, il vérifie que votre carte de vote correspond bien au bureau où vous faites votre remarque, et il remplit ce double document où il y a marqué dessus CERFA. Moi j'aimerais, parce qu'après on a mis dans le journal une petite dizaine de personnes à Mulhouse a fait des remarques. Je ne suis pas d'accord, j'en connais 22 personnellement. Entre 10 et 22 déjà, il ne faut pas parler de dizaines. Moi j'en ai consulté quelque part en fait, tous ces PV. Ils sont déposés auprès d'un huissier. Hein. Il faut savoir que les élections sont un acte important, effectivement. Dans le vote papier, les enveloppes, les bulletins nuls, etc., tout est conservé. Hein. C'est déposé dans le huissier. Vous pouvez contester, je crois. Pour informer monsieur sur le sujet, Marine Lenfort, qui ne peut donc pas être là ce soir, a demandé photocopie de tous ces PV. Elle a fini par les obtenir, moyennant la modique somme de 100 et quelques euros. Il a fallu payer. Au prétexte qu'ils n'avaient pas la bonne photocopieuse pour faire les réductions, etc. C'est payant, il faut savoir que c'est payant. Hein. Il faut savoir que c'est payant. Hein. Oui, mais il y a un tarif administratif oui, pour la tout à fait. photocopie. Mais Ça c'est m'étonne payant. que ça fasse 100 Il faut euros. faire attention. Ça, c'est Ça veut dire publié qu'il y en au a journal beaucoup. officiel. Ils ont fait des A3. Oui, non, ils ont fait le calcul. Bon.
C'est une des mesquineries auxquelles on vient faire face, il y en a eu bien d'autres. Disons que si vous voulez, dans un tout autre domaine, par exemple, quand il y a une enquête publique sur un projet, je sais pas, prenons l'exemple de la centrale nucléaire qu'on veut nous faire, là. Si vous voulez le dossier de cette centrale nucléaire, vous pouvez aller à l'enquête publique, mais si vous le voulez personnellement, il faut le payer. Ça c'est clair, hein. Ça c'est la démocratie, c'est le problème. Juste pour compléter, excusez-moi. Donc pour le deuxième tour là, des présidentielles, vous avez eu les excès. Et combien il y a eu de remarques, vous êtes en mesure de le dire? Je n'ai pas vu le chiffre exact, mais il ne semblait pas énorme, de l'ordre de quelques dizaines. Au premier tour, il y en avait 30 exactement. Et au deuxième? Bon, c'est une démarche un peu lourde. C'est vrai que l'électeur qui fait ça doit être quand même fortement motivé pour le faire. Surtout quand il y a des gens qui attendent et qui gueulent. Hein. Moi, dans mon bureau de vote, il y a une... En plus, je suis arrivé pour la première fois, il y avait une queue incroyable. D'habitude, on votait tranquillement entre midi et 2. Là, on y est arrivé, c'était la folie. On a attendu environ presque 3/4 d'heure pour voter, quoi. Enfin, ma femme, parce que moi, j'ai pas voté, donc comme j'ai dit. Hein. Attendez, pardon, il y avait une dame qui avait levé la main. Oui, je voulais dire que moi je suis allée à la mairie à Rédissan pour voir les procès-verbaux. J'ai pu les voir 3 jours après le vote, absolument sans problème, hein. Mais ils n'ont pas voulu faire les photocopies, sous prétexte qu'à l'intérieur des procès-verbaux étaient agrafés tous les tickets concernant la machine. Ça faisait une épaisseur et qu'ils ne pouvaient pas réduire en plus. Alors j'ai relevé tout ce qu'il y avait comme... très tranquillement, j'ai relevé tout ce qu'il y avait sur chaque procès-verbal. Pour le premier tour, par exemple, il y a marqué le nombre d'émargements est inférieur, mais ils ne disent pas inférieur de combien. J'ai regardé les chiffres qui étaient marqués, ça n'apparaissait pas. Bon, quelque chose qui me paraît anormal. Il devrait y avoir quelque chose. Là, ça c'était pour le numéro 8. Donc, si vous avez bien vérifié, normalement sur la première page, il est marqué le nombre d'inscrits, le nombre de votants, le nombre d'émargements, tout était sur la première page. C'est pour ça qu'ensuite, peut-être sur le procès verbal, c'était simplement marqué, effectivement, nous avions, enfin dans le bureau de vote dans lequel j'étais, il y avait plus de votes électroniques que d'émargements. Vous étiez dans lequel? Dans le 7. À cet égard, une question, on émarge qu'une fois quand on va voter. Alors à notre bureau de vote, nous, en tout cas à l'heure où on est passé, on nous a fait émarger 2 fois. On a tilté que dans la voiture, après quand on est parti. Oui, pardon. Ça permet peut-être des mêmes... À chaque fois, il y a quelque chose. Hein, à chaque... Alors, je voulais savoir justement pour ces histoires de procès-verbaux, parce que bon, il y a Chantal Hubert qui m'avait envoyé un mail en me demandant si je peux avoir le photo, enfin, Sophie, et puis que c'était un droit. Bon, j'ai dit à la nana, moi c'est un droit normalement. Elle m'a dit, mais bon. Mais venez avec un appareil photo. Si vous pouvez simplement le consulter, venez avec un appareil photo. Ah oui, c'est pas vrai. Si vous venez avec un 8 mégapixels, vous faites une photo au-dessus de chaque et après vous le remettez un peu en forme et ça passe. Oui, c'est ça. Mais alors, quand on dit c'est un droit, donc ça s'appuie sur une loi. Mais quelle est cette loi? La loi du 17 juillet 1978 sur la levée des secrets administratifs. Alors, attendez, bon, l'accès aux documents administratifs. 17 juillet combien? 1978. 98. 78. 1978. Si on vous les refuse, vous êtes alors tenu de saisir la commission d'acquittement administratif qui statuera si oui ou non le refus est justifié ou pas. Et où est-ce qu'on joint cette commission? C'est une commission qui dépend du Conseil d'État. Préfecture de Colmar. Oui. Ce genre de choses, c'est une action plutôt collective, puisque typiquement il suffit d'avoir accès une fois, de pouvoir les copier une fois. Donc s'il y a un problème quelque part, il faut s'organiser. Et si la CADA vous le refuse, vous pouvez ensuite porter l'affaire au tribunal administratif. Par contre, vous ne pouvez pas aller au tribunal administratif si vous n'avez pas d'abord saisi la CADA. Ah oui, d'accord. C'est important. Parce qu'il arrive que la CADA parfois refuse. L'acte classique qu'on fait est un acte volontaire personnel. Chaque personne met un bulletin dans une enveloppe, laquelle est déposée personnellement. Donc là, par le système électronique, c'est une action qui n'est pas personnelle, qui a un intermédiaire. Ça se passe depuis des années, on communique, on finit par communiquer par écran. Hein? C'est l'aboutissement et nous sommes là à discuter des limites de la communication technologique.
fait, une manière de décrire la question du vote électronique. Certains ont utilisé le fait de procuration. C'est-à-dire que, en fait, quand vous votez sur la machine, c'est donner une procuration à l'étape pour voter pour vous. Voilà. Alors ma question est comment se fait-il que chacun de nous ne recevons pas un reçu de... Le reçu n'aurait pas grand intérêt. Mais si, parce que si nous avons fait nous-mêmes une erreur, ou si la machine qui fonctionne par procuration fait elle-même une erreur par notre reçu, on peut tout de suite... La CNIL l'avait suggéré. Hein. Ouais. La Commission nationale informatique et liberté avait suggéré effectivement, ils n'étaient pas trop chauds pour ces machines à voter, mais avait suggéré qu'éventuellement l'électeur reçoive un ticket qui lui confirme son vote. Oui, mais pas été retenu. Oui, non, mais ça ne prouve pas que si je sors ce que j'ai imprimé, c'est la même chose que le si ticket. je sors un ticket, déjà le ticket il peut imprimer n'importe où, il peut imprimer la bonne chose et le vote n'est pas correct. Mais ensuite, même si le ticket il n'est pas le bon, vous revenez et vous dire ah ben il faut changer ça. Oui. Et vous faites comment? Vous allez vous enlever un vote dans la machine, vous rajoutez, vous imaginez, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des portes pour pouvoir décompter des votes, que tout ça. Vous laissez encore plus la porte ouverte à toutes les fenêtres. Oui, pour vous, d'ailleurs, ça fait très ticket de caisse. Vous avez cette machine à voter, vous êtes là à la clôture du scrutin. Le président regarde sa montre, c'est lui qui décide que le scrutin est clos. Il sort de sa poche les 2 clés nécessaires pour... Non, ça c'est illégal. Eh bien, c'était comme ça au bureau. C'était comme ça au bureau. C'est illégal. C'était comme ça au bureau numéro 8. Je voudrais quand même insister ici. Bon, moi, il me je semble... sais que c'est illégal, mais je vais le faire marquer. On lui a dit. Hein. Faut peut-être ici... non, c'est important. Bon, je ne suis pas sûr... Il m'a dit que je ne peux pas faire autrement. Alors, qu'est-ce que vous voulez répondre? Je voudrais simplement poser une question. Est-ce que le fait que ces machines à voter ne sont pas aussi un révélateur de l'action citoyenne? Parce que, excusez-moi, bon, ça fait moi des années que Jamila peut-être confortera dans ce que je vais dire, que je suis au bureau de vote, mais même quand il y avait le vote manuel, quand il y a le vote manuel, je peux vous dire que des remarques au PV, on pourrait en mettre. Moi, j'en mets toujours. Et je ne vous parle pas du dépouillement. Comment ça se fait? Et là, malheureusement, excusez-moi, le citoyen électeur est absent. Et qui vous dit que le bureau centralisateur, ce qu'il envoie à la préfecture, est-ce que c'est bien ce qui est écrit? C'est ce que je veux dire. Il y a des tas de possibilités. Moi, c'était simple. J'ai été au dépouillement. J'ai vu les chiffres. Je m'intéressais. Je suis allé au premier tour, le deuxième tour, le résultat. Bon, d'un vote Non, d'un vote manuel, parce que j'ai participé au dépouillement. J'ai eu le résultat. J'avais 2 chiffres à retenir, en particulier les candidats sur lesquels j'étais le plus intéressé. Dès le lendemain, le ministère de l'Intérieur affiche tous les résultats. Or, dans ma commune, c'est tout petit, donc il n'y a qu'un seul bureau de vote, donc le résultat qui est affiché, c'est directement celui-là. Je ne sais pas comment ça se passe quand il y a plusieurs bureaux de vote, parce que les résultats sont agrégés au niveau de la commune. Mais j'imagine que... On peut avoir le détail. On peut avoir bureau de vote. On a le détail au niveau de la mairie. Donc la procédure, non, est facile à vérifier de bout en bout. Maintenant, bien sûr, ça n'empêche pas la truande à certains niveaux. Enfin, quand on est comme moi... 6 heures, enfin 4 heures au bureau de vote ou 6 heures au bureau de vote, bon, moi je passe mon temps à lire le code électoral, hein, et quand on le lit, qu'il devrait être appliqué, enfin que tout électeur peut consulter quand il vient dans le bureau de vote, hein, c'est une modulation quand il n'y a pas le code électoral. Les gens qui viennent voter vérifient que tout est affiché, ce que doit être affiché, que prévoit la loi. Il y a des tas de choses comme ça. Mais est-ce que vous croyez que le citoyen lambda connaît tout ça? Oui, bon, mais on est dans un autre problème alors. Pour en revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu moi le président sortir les 2 clés de sa poche. C'était le bureau numéro 8 à Riverside, pour ne pas le nommer. Je lui ai fait remarquer, il m'a dit je ne peux pas faire autrement. Ça c'est illégal. Il a donné les 2 clés à la personne qui a fait... Qui d'ailleurs les a tournées dans le mauvais sens, dans la machine qui vient un sens pour le tourner. Le président a une clé et un assesseur à l'autre clé. Eh bien, mais c'était le même principe pour les urnes transparentes. Bien sûr. Mais c'est ce qu'on lui a dit. Hein. La première chose que je lui ai dit. Ça, il faut le marquer au procès verbal. Eh bien, il est parti avec les 2 clés, le ticket de caisse de la machine, on l'a parlé. Il était pressé de partir. Il était pressé de partir, ouf, la journée était longue. Ouais. Alors, autre chose, on dit toujours que s'il y a ces machines électroniques, c'est parce qu'on manque d'assesseurs, mais moi je voudrais donner mon expérience. Quand je suis arrivée ici en Alsace, à Absheim, je me suis proposée pour être assesseur aux élections parce que j'avais fait ça pendant 10 ans, je l'étais avant.
Et on m'a dit, mais si ce sont les employés de mairie qui le font, vous ne voudriez quand même pas leur enlever leur travail. Quand je suis arrivée à Riedisheim, au Brodebelote, j'ai réessayé, même réponse. Une de mes voisines qui avait été sur une liste municipale il y a quelques années en position non élue, enfin sur la liste, donc elle faisait partie d'un parti, elle a demandé aussi, même réponse. Alors moi je comprends plus là. Oui, mais d'un autre côté, vous n'avez pas besoin d'être assesseur pour être présent. Et donc vous avez parfaitement le droit d'être présent. On peut être scrutateur. Oui, vous pouvez être scrutateur. Voilà, on peut le refuser. Oui, mais ça aussi, oui, c'est refusé. Ah non, c'est interdit de refuser. Comment c'est interdit? Comment ça? Non, on peut refuser. Et imaginez que quelqu'un arrive, par exemple, éméché, commence à faire le cire dans le bureau de vote, il dit je veux rester. Les conditions, s'il rentre armé aussi, on appelle la police, si c'est des combats automobiles. Non, mais vous avez raison. Il y a un article du code électoral qui dit qu'on doit s'assurer que l'électeur rentre sans armes. Et je peux vous dire que ça a son utilité. Parce que moi, à Riedisheim, j'ai vu un gendarme arriver. Et j'ai tout de suite dit, s'il a son arme, il ne vote pas. Il n'avait pas son arme de service, effectivement. Mais c'est un article du code électoral. Hein. Et puis n'oubliez pas que le président a la police administrative, c'est-à-dire que par exemple, si effectivement il estime qu'il y a un groupe de citoyens qui discutent trop fort ou qui rigolent, ou même à la limite qui prononcent, vous savez, vous n'avez même pas le droit de prononcer le résultat, parce que vous l'auriez entendu, les chaînes suisses à 17h donnaient les résultats alors que les bureaux n'étaient pas fermés. Bon, vous n'avez même pas le droit de le dire. Donc le président du bureau de vote peut faire évacuer le bureau de vote. Monsieur, oui. Oui, j'aimerais profiter quand même de sa présence pour essayer de parler des différences entre l'élection présidentielle et celle qui vont venir. J'aimerais vous demander si vous avez une idée de ce que l'EDAP va devoir faire comme intervention sur les machines pour passer d'une élection à l'autre. Et puis j'aimerais poser la question j'ai lu, je crois que du côté des Verts, mais je suis plus très sûr qu'il y a une question il n'y aura pas le suppléant sur les machines, il n'y aura pas le nom du suppléant sur les machines EDAP. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on vote dans des circonscriptions où les uns voteront avec des bulletins et les autres avec des machines. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Est-ce que je sais pas, pour la première chose, je sais pas du tout. Pour la première chose, je ne sais pas du tout comment se paramètre la machine concrètement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de l'un à l'autre? Il me semble seulement avoir vu un communiqué de NEDAP disant qu'ils auraient la place de loger le suppléant sur leur machine, mais certains de leurs concurrents ne peuvent pas le faire. En fait, ils se vantaient du fait qu'eux y arrivent. S'il te plaît. En fait, il y a eu un communiqué de presse des Verts du 92 qui nous alertait pour dire que justement, il n'y aurait pas les suppléants. Donc du coup, mon suppléant, je suis candidate, a appelé la mairie de Mulhouse, qui leur a certifié qu'il y aurait le nom des suppléants. Donc on saura lundi, on doit rappeler pour... Voilà, mais... Parce que normalement, il faut le nom du parti et du suppléant, je crois. Mais les Verts 92 disent qu'il n'y aura pas de suppléant, c'est pas un truc. Et le suppléant. Et il y a des machines, il y a des ordinateurs sur lesquels il n'y aura pas le suppléant sur le... Eh ben non, c'est illégal, c'est un motif d'annulation. Ça fait débat, mais le problème, c'est que bien sûr, des choses illégales, des choses contestables, il y en a... C'est comme d'habitude, la question c'est aussi une balance. Le problème c'est qu'une fois qu'on s'est jeté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repousser les élections d'un mois? Vous allez empêcher toute une région de voter parce qu'ils ont que ça? Oui, mais ça c'est l'argument facile de pour empêcher la démocratie. Je comprends bien. Le problème c'est qu'une fois que les communes ont investi là-dedans et ont les machines dans les pattes, c'est difficile. Il y a des pays entiers qui ont leurs ordinateurs stockés. Oui, en Irlande, ils ont tout tiré. Oui, le cas irlandais, effectivement. Oui. En Irlande, ils ont acheté des machines de vote, et puis des NEDAP d'ailleurs, et puis ils ont mis une commission, ils ont d'abord accepté le principe, ensuite il y a eu des critiques, et puis ils se sont dit bah non, finalement on ne les utilise pas, et ils les ont laissés dans des hangars, ils sont encore en train de discuter pour savoir s'ils vont vraiment les utiliser. Moi, la mairie de Mulhouse m'a dit que l'Irlande et les Pays-Bas votaient sur les machines électroniques. Non, l'Irlande, c'est pas fait. C'est marqué là-dessus. En Irlande, il paraît qu'ils ont retiré toutes les machines. Ils ont demandé à la France. C'est marqué là. Ils ont effectivement envoyé ce document. C'est le document On affirme, un mensonge de plus, que tout se passe très bien en Irlande. Alors qu'effectivement, les 7500 machines que les Irlandais
commandées sont pour l'instant mises à l'écart dans l'attente de ce genre de des conclusions qu'on fait avec NEDA. Oui, mais elle le dit sur le site. Mais bon, n'empêche que, moi je vous ai amené ici le communiqué du Conseil constitutionnel du 29 mars 2007, donc qui rappelle un petit peu les rappeler. Et il conclut à la fin, écoutez, c'est quand même assez intéressant, puisqu'il dit « Seul le législateur pourrait suspendre l'application des dispositions du code électoral relatives aux machines à voter. Seul le législateur. » Donc, on va voter pour des gens, il faut leur demander, vous êtes pour ou contre? Et peut-être vous ferez votre décision en fonction. Sauf que vous serez obligé de passer par la machine pour le faire. Voilà, c'est un petit peu la problématique. Il y a quand même un point qui me chiffonne là. Sur la loi électorale donc, et le nombre d'isoloirs par tranche d'électeurs. Donc à Mulhouse, il y a 60 machines il y a 59 machines pour 59 bureaux de vote. Donc ce qui fait que dans mon bureau de vote, par exemple, il aurait fallu 3 machines à voter. Il y en avait qu'une, enfin il y en avait une comme ça. Est-ce que concrètement, il n'y a pas une possibilité à ce moment-là de faire annuler les scrutins? Enfin, c'est une entorse à la loi électorale. Le problème, non. C'est-à-dire que des entorses, comme on a dit, vous en trouverez toujours. Des entorses qui justifient une annulation de scrutin, il faut vraiment aller très très loin. Ce qui est en jeu est énorme. Donc, vous n'allez jamais arriver à ça, même si il faudrait vraiment que vous prouviez une fraude massive qui ait entraîné un changement du choix, du résultat du scrutin, pour qu'on aille jusqu'à annuler le scrutin. C'est très probable. Ça me sidère. En tout cas, il y a un autre point, vous disiez tout à l'heure, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, actuellement, il y a une enquête parlementaire en cours sur ces machines. J'ai cru entendre que pour répondre à cette question, 300 électeurs par isoloir, 250, prévoit le code électoral. Oui. Les fabricants envisageaient une machine, parce qu'il ne peut y en avoir qu'une par bureau de vote, avec des claviers multiples. Oui, alors en fait le problème c'est que moi je crois que le problème réel c'est que si le législateur, on parlait tout à l'heure du problème machine à voter, ordinateur de vote. Pourquoi on dit machine à voter? En fait c'est simple, c'est parce que ça ça date de 1964 je crois, le 69, le moment où on a fait cette loi. Cette loi parlait de machine à voter. Comme on a réactivé cette loi sans jamais repasser par le législatif, sans qu'il y ait de débat parlementaire, on est contraint dans des règlements alambiqués qui contraignent à avoir une urne et un isoloir, etc., etc. Ce qui bien sûr n'a plus de sens. Ça n'existe pas, l'urne électronique, enfin en tout cas c'est une mémoire, c'est pas une urne. Excusez-moi, vous venez de dire un truc très important qui moi me fait comprendre quelque chose. En fait, comme vous dites, il y a eu une loi qui est passée en 69, et on l'a réactivé par un décret. C'est ça. C'est pour ça que dans les conseils municipaux, il n'y a pas eu un vote pour dire oui ou non aux machines à voter, mais qu'il y a eu un vote, sur le fait de dépenser et d'acheter une machine à voter. En fait, parce qu'il y a un moment où... Excuse-moi, parce que Camilla, c'était implicite. Oui, mais bien sûr. À partir du moment où tu votes en délibération du conseil municipal, en donnant pouvoir au maire d'exécuter la dépense que le conseil municipal vote, tu choisissais cette machine. D'ailleurs, je vous le dis humblement, moi aussi j'ai voté ces machines à Redisheim sans trop me poser de questions. C'est que par la suite, recevant différents courriers électroniques, je me suis dit, tiens, finalement, on est un peu vite là. On a certes eu une présentation des machines, les questions techniques c'était plus, mais si vous voulez, ça me rappelait un petit peu, pour ceux qui sont anciens ici dans la région, le débat sur le Grand Canal qu'on devait faire entre le Rhin et le Rhône, où monsieur le maire de Mulhouse nous disait oui, on veut bien débattre de ce projet, mais enfin on discute de la couleur des ponts, mais on ne discute pas du bien fondé. Et là la question est politique, effectivement, comme disait monsieur, c'est la question politique du bien fondé d'introduire cette machine avant d'autoriser la dépense. Et moi j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Jamila, puisque avec mon ami ici présent Rémi, on a assisté donc au conseil municipal après le premier tour de la présidentielle. Pour la première fois, juste puisqu'il était prévu entre nous que le sujet du vote électronique soit abordé. Et bizarrement, il n'était pas à l'ordre du jour, mais il a été abordé grâce à vous. Enfin, en tout cas, il a été abordé, même longuement, alors qu'il y avait 50 points à l'ordre du jour. Donc le débat a été fait, enfin, il n'y a pas...
il y aurait pu avoir débat. Il y a eu un début de débat. En même temps, le sentiment, c'était que, effectivement, vous les Verts, vous avez listé vraiment les problèmes, bon, plutôt listé qu'engager un débat, c'est vrai, mais au moins vous avez osé le faire. Et j'ai senti le climat vraiment d'un consensus. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que les... Enfin, ils ont chacun leur avis, bien sûr, mais on ne peut pas dire que les conseillers municipaux n'aient pas réfléchi à la question, quoi. Parce que si on dit qu'il n'y a pas de débat, on pourrait dire qu'ils n'ont pas réfléchi à la question. Non, il y a un consensus, il y a... Comme si on ne pouvait pas se permettre de... Comme si c'était, je sais pas, c'était arriéré, bien sûr, pour un politicien qui devrait être aussi alors un expert en technique, d'oser combattre cette idée, quoi. Voilà, c'est ça. C'est effectivement ça. Il y a un parti qui semblait plus techniquement au courant, mais aussi tout de suite prêt à railler la première voix qui s'élèverait contre ça. Voilà, je ne vais pas le citer, mais on va laisser les querelles de parti à part. Voilà, donc... mon autre remarque à propos de ce conseil municipal et de ce sujet-là, c'est que les arguments de la mairie, des 3 ou 4 personnes qui sont censées connaître, sans être experts, mais qui sont censées dire aux citoyens pourquoi on fait ça, sont très faibles. À mon avis, sont vraiment très faibles. Par contre, l'efficacité, c'est de dire 1000 fois c'est fiable. Voilà, ça c'est efficace. Mais effectivement, ce ne sont pas des... La question de la fiabilité est une question différente de l'honnêteté du système. Un système fiable, c'est un système qui triche avec constance. La fiabilité d'un système, c'est ça, c'est qu'il exécute la tâche qu'on lui a demandé de faire, et qu'il l'exécute dans toutes conditions. Et c'est bien ce que teste, il l'exécute même s'il pleut dessus, il l'exécute même s'il tombe sur le béton, mais par contre, qu'est-ce qu'il exécute comme tâche? C'est ça la vraie question. Mais disons, moi j'ai senti qu'effectivement, quand il n'y avait pas vraiment de questions, mais les personnes qui étaient censées répondre au nom de la mairie répondaient quand même, parce qu'elles se sentaient obligées de répondre à des questions qui n'étaient pas explicitement données, mais qui planaient dans l'air, on va dire. Et elles faisaient preuve du manque de connaissance du dossier, quoi. Effectivement, moi j'ai envoyé une lettre de contestation à la mairie. J'ai été contactée par téléphone. La personne qui m'a répondu m'a lu ça. Au téléphone, elle m'a lu ça. Voilà. J'ai pas eu. Les arguments, c'est pour des personnes quand même qui sont censées, vraiment les 4 personnes à la mairie qui sont censées connaître le sujet, c'est... il n'y a pas de carte électronique dans la machine NEDA. J'ai lu sur internet une autre mairie qui disait que c'était pas électronique, c'était électrique. Donc c'est pas nouveau. Voilà. Donc voilà, pour dire qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ça, un débat public serait presque gagné. C'est-à-dire que je crois que il faudrait qu'il y ait plus, on a déjà de la chance, on a un élu qui s'est déplacé quand même, ce qui est bien. Effectivement. C'est curieux, c'est peut-être ce qu'il faudrait demander au conseil municipal, ça peut être permis, mais qu'il y ait effectivement des intervenants contradictoires. Après tout, vous avez écouté la propagande de NEDAP sans doute pendant plusieurs heures à un moment donné. Il serait peut-être bien d'inviter des gens qui ont un avis différent à exposer pendant 1 heure leur point de vue et à justifier des gens crédibles techniquement. Je ferai la proposition et il y en existe. Et donc, de vous faire intervenir, par exemple. Oui, le problème c'est que là il va y avoir les législatives et on va se retrouver avec une fois encore les machines électroniques. Donc moi, il y avait plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir, enfin, le débat fait là. Ça pose un problème constitutionnel de fond, ça. D'abord, il y a une devise ici en France, hein, liberté, égalité, fraternité. Hein. On sait que le vote électronique n'est pas égal par rapport au vote papier. Il y a des gens qui ont voté, et d'ailleurs tous les élus, et le président de l'Arc Chirac a voté lui avec papier. On peut déjà se poser la question, comment se fait-il que les élus principaux ont eu droit au vote papier, alors que 1 500
citoyens français ont été obligés de voter par le vote électronique. Déjà ça peut déjà être un argument pour dire est-ce qu'on ne peut pas contester le vote électronique déjà. Sur le plan constitutionnel, je crois que là il y a déjà à creuser pour savoir est-ce qu'il y a bien équité, est-ce qu'il y a bien eu égalité du citoyen face au vote entre celui qui a voté en système électronique et celui qui a voté au vote papier. Déjà là je pense que sur le fond, constitutionnellement, il y a un problème. Ça je crois que c'est indéniable. Hein, c'est pas ce Conseil constitutionnel, comme je l'ai dit, une lettre à la poste. Oui. Bon, vous savez ce que c'est en France, quoi. Oui, sauf que combien de personnes ont réellement contesté le vote électronique, quoi. Attendez, parce que le Conseil constitutionnel vérifie quand on saisit. Hein. Vous connaissez la procédure en France. Hein. Oui, on connaît le vous savez que par exemple d'autres pays, nos voisins allemands, hein, un citoyen allemand peut saisir le Conseil constitutionnel d'Allemagne. En France, c'est pas possible. Oui. Seuls 60 parlementaires peuvent le faire. Vous savez bien que plusieurs fois, les gouvernements s'arrangent pour que les lois ne passent pas au Conseil constitutionnel. Et en plus, au Conseil constitutionnel, ce ne sont pas des juges, des juristes, j'allais dire. Il y en a parfois, extraordinairement, on vient d'en nommer un. Enfin, en général, au nom de ses amis politiques. Hein, ça a été Dumas, ça a été Mazon. Là, vous disiez tout à l'heure qu'on avait la chance d'avoir un conseiller municipal, le problème du vote électronique, c'est quand même le fait, au départ, de la mairie, qui a effectivement voté le budget pour qu'effectivement les machines arrivent dans différentes circonscriptions de la ville. On est d'accord là-dessus. Oui, donc au départ, il est celui du décret qui permet de le faire. Oui, mais attendez, le décret il est fait sur une machine mécanique. Oui, mais attendez, le décret il est fait sur une machine mécanique. Non, il y a une loi sur les machines mécaniques. Oui, monsieur. Et il y a eu un décret. Oui. Et ce décret a été accepté, et c'est là le vrai problème. Parce que pour moi, les maires n'ont aucune expertise technique. Qui ne veut pas savoir qu'est-ce qu'il répond, et il a beau jeu de répondre, c'est parfaitement légal. Oui, mais attention, la législation est quand même très pointue. Vous pouvez, une loi expose tel argument. La loi de 69, elle expose une argumentation pour une machine mécanique. Elle n'expose pas une argumentation pour une machine électronique. Déjà, ça c'est un point fondamental. Je veux dire que sur le principe même de la loi, il y a déjà un vice de forme. Il y a déjà un vice de forme sur le fait de l'expliciter d'une machine électronique à une machine mécanique. Déjà, ça sur le plan législatif, il y a déjà un problème. Or, j'ai pas vu un seul juriste se pencher là-dessus. Enfin, moi j'en connais un qui a effectivement saisi le Conseil constitutionnel. Actuellement, l'affaire est pendante devant le Conseil constitutionnel, mais pour autant, des juristes de la Sorbonne, je n'en ai pas vu. Et pourtant, là, il y a un problème de fond. Sur le plan législatif, il y a un problème de fond. Une loi est faite, elle détaille précisément la chose pour laquelle l'affaire doit être appliquée. Et s'il y a un vice de forme dans la loi, elle doit être rectifiée. Ça, vous pouvez contourner la chose comme vous voulez, c'est comme ça. C'est la loi positive, et vous ne pouvez pas le contourner. Donc, dès l'instant qu'une loi, celle de 69 en particulier, qui a été établie pour une machine mécanique et non électronique, déjà, il y a un vice de forme sur la loi. Donc, il aurait fallu déjà reprendre ne serait-ce que ce premier principe. Et le second, c'est celui constitutionnel, alors, comme je le disais tout à l'heure, entre le fait de savoir comment se fait-il qu'une certaine partie de la population française ait eu, à part obligation, par-dessus le marché, à voter sur des machines électroniques, dont personne n'a eu à se prononcer en dehors des mairies, et en dehors de ceux qui étaient les mandataires de ça, alors que les autres ont eu le droit au vote papier. Constitutionnellement, il y a un problème, je dirais, d'égalité. On n'est pas égaux face au vote. Et c'est incontestable. Du fait de ce que soulève l'électronique, c'est incontestable qu'il n'y a pas égalité du vote. On est d'accord. Le Conseil constitutionnel a donné une réponse. Mais ça, je m'en fous, moi, de sa réponse. Non, elle est contestable. Mais il répond à ce pourquoi il est saisi. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça aussi, si on ne saisit pas sur le motif. Ils ont pondu un communiqué de presse, ils n'ont pas eu le courage d'en faire plus que ça, pas un décret, un communiqué de presse, dans lequel, on le conteste, nous, on l'a contesté. D'une manière que je trouve scandaleuse, ils font semblant que les machines qu'on a mis en place dans toutes les municipalités sont les mêmes que celles de 1969. Non, c'est pas vrai. Mais eux font semblant. L'informaticien, monsieur, vous pouvez démontrer que ça montre leur mauvaise foi. Bon, ben oui, mais alors déjà, rien que sur le principe de la loi de 69, il est donc clair qu'elle peut être contestée. Oui,
Et quand vous voyez les sages du Conseil suprême... Non mais les sages, moi je m'en fous des sages. Je veux dire, il faut simplement soulever le point essentiel, il faut soulever simplement le point essentiel de la loi. Et la loi est que pour les machines, cette loi de 69 dit qu'elle a été légiférée pour une machine mécanique et pas pour une machine électronique. Je suis désolé. On vous a entendu. Hein? On vous a entendu. Bah oui, donc voilà. Il faut soulever donc le point. Déjà ça faut le soulever. Le deuxième point qu'il faut soulever, c'est celui de l'équité et de l'égalité du vote. Ah oui, justement. Moi je voudrais bien que les machines électroniques ne soient plus en vigueur aux législatives prochaines. Puisque en fait c'est ça la solution. Là on est là pour ça. On est là pour savoir comment on peut faire en sorte à ce que ces machines disparaissent du paysage français. On est bien là pour ça. Je voulais quand même signaler un petit point par rapport à notre cher monsieur le maire. Il est quand même président de l'association des maires de France, le maire des grandes villes, qui s'est fait financer par NEDAP, un colloque. Vous pouvez retrouver les actes, hein, qui s'est fait financer par NEDAP, un colloque sur la question. Alors je ne sais pas s'il était présent ou pas, mais en tous les cas, c'est l'association qui préside, qui a organisé ce débat. Et il y avait Chantal, je crois d'ailleurs, hein, Chantal ou Muller, je ne sais plus, il y en a un des deux qui était là. La deuxième chose que je veux dire, il est co-signataire d'un projet de loi sur le vote par Internet. Moi j'ai plus envie de faire semblant de croire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Hein. Alors bon, il y a des éléments tactiques et puis chacun fait comment ils sont par rapport à cette question-là. Je parle uniquement pour moi. Moi, j'ai plus envie de faire comme s'il était complètement innocent dans cette affaire. J'ai plus envie. Je le dis franchement. Ni lui, ni les membres des conseils constitutionnels. Je veux dire, le problème qui se pose, c'est un problème de démocratie. Il s'avère que la puissance du lobby financier et industriel qui est là derrière oblige les sages du Conseil constitutionnel à sortir un texte complètement hypocrite et cynique. C'est grave. Ah oui, c'est grave. Mais oui, non mais... hélas, la loi dans ça ne pèse pas lourd. Hein. C'est la force du lobby qui l'emporte. Tant que nous autres, à la base, oui, mais enfin, il y a une règle. Hein. La démocratie n'a pas joué avec suffisamment de force la démocratie. Il y a une règle. Est-ce que c'est la règle du financement ou est-ce que c'est la règle, je dirais, du droit fondamental du citoyen à être dans la cité et à œuvrer comme ça? C'est eux qui font la loi. Moi, je suis d'accord d'explorer la proposition que vous faites. Jamais ça peut aboutir comme ça peut pas aboutir, mais il faut essayer. Si la contestation est suffisamment grande, motivée, persistante, et qu'on arrive à marquer des points sur le plan juridique, aussi sur d'autres plans, en allant voir les élus, etc., ça portera ses fruits. Moi, je pense quand même que s'ils ont réactivé ce décret, et s'ils continuent à essayer de prétendre que la machine c'est une urne électronique, et puis ils se demandent comment est-ce qu'ils vont faire des isoloirs en mettant des claviers, d'ailleurs en passant les machines EDAP qui ont été achetées là, sûrement qu'elles ne le font pas. Hein. Il va falloir aller jeter et en racheter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas repasser devant le législateur pour faire une loi moderne, parce qu'ils savent bien que s'ils essayaient de le faire, ils n'auraient pas beaucoup de chances de passer. Donc en fait, effectivement, il faut les forcer à passer en montrant que les fondements juridiques ne sont pas corrects. Non mais concrètement, ça veut dire que en sortant ce soir de cette réunion, j'espère que vous pourrez, il y a certains qui sont très dynamiques dans cette initiative, mobiliser... Ne vous inquiétez pas, il y a déjà des actions. Non, mais par exemple, par exemple, personnellement, moi je suis prête à aller au bout de cette démarche collectivement, il faut que ce soit collectif. Moi je trouve symbolique. Moi je trouve que la conclusion du Conseil constitutionnel, je trouve qu'on devrait l'exploiter. Il y a une perte de la symbolique du vote. Le Conseil constitutionnel décrit effectivement la démocratie. Il y a une perte de la symbolique du vote. Non, oui, juste quand même, je veux dire, on devrait l'exploiter, ça. Non, parce que... c'est quand même ça la question. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui que le Conseil constitutionnel fait des coups tordus au peuple. Non, mais dans leur texte, ils disent que le vote par les machines électroniques porte atteinte à la symbolique du vote. Je trouve que c'est formidable, ça. Mais dans la suite de ce texte, il laisse entendre que ces gens-là qui s'accrochent à la symbolique ne comprendront jamais
les bons arguments techniques, ils osent, les bons arguments techniques qu'eux ont pour justifier moi, la mise en place du vote électronique. Je vois circuler ça sur En Internet. nous traitant de ringard du même coup. Hein. Je vois Fais circuler attention. ça sur Internet et c'est faux. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Le Conseil constitutionnel commence par ça et conclut par la perte de la Je crois que symbolique. c'est l'inverse aussi. Et il y a des gens sur Internet On qui se sont en connaît train de pas. le renverser. Ils ont tort, à mon avis. Ils ont tort. Je crois que c'est Parce que le Conseil constitutionnel commence par dire « Ouais, bon, il y a les gens qui n'ont pas compris, et puis bon, on a tous vu qu'ils ont tous les mêmes lettres, c'est des modèles qui... » Bon, ça, ils remplissent son rôle. Mais à la fin, relisez-le. À la fin, il parle des conséquences sur la symbolique, et ça veut dire sur notre démocratie. Je trouve qu'on devrait l'exploiter beaucoup plus. Ça veut dire quoi un vote ou demain? Ben c'est simple, on n'a qu'à décrire la société de demain. Plus de caissières dans les supermarchés, plus de scrutateurs dans les bureaux de vote, on pourra passer toute son année à circuler sans rencontrer personne. C'est ça la société qui se prépare. Et c'est là-dessus qu'on devrait beaucoup prendre. Parce qu'on peut pas envoyer par SMS. Et s'ils ne comprennent pas, ils auront qu'à leur dire mais laissez les machines voter. Le Conseil constitutionnel est bien garant de la Constitution. Hein. Là, ce que je vais essayer de dire, c'est la question du juridique et du symbolique. Je pense qu'on n'utilise pas assez le symbolique. On utilise trop la technique et le juridique et pas assez tout ce qui relève de la symbolique. Et moi, je crois beaucoup à l'efficacité de cette argumentation. Même pour ça que je suis venu pour le dire que je suis venu. J'avais juste pas fini. Mais voilà. Donc moi j'attends vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'on essaye quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'avais beaucoup apprécié le rapprochement entre la vidéosurveillance et les machines à voter. Et puis quand vous dites que le maire de Mulhouse, il sait ce qu'il fait, bien sûr qu'il sait ce qu'il fait, il est tout sauf con. Mais il faut quand même le savoir, c'est que dans cette équipe, la vidéosurveillance par exemple, il y a des débats, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de débat. À chaque fois, nous sommes 3 élus, 2 à voter contre et un élu qui s'abstient. Il faut quand même savoir, c'est important, on en discute, on dit pourquoi on est contre la vidéosurveillance. Moi je veux plus de ces débats-là, je veux que les élus organisent le débat dans la population. Mais on le fait. Moi je veux plus de ces débats. On le fait. Voilà, des je débats, pas le temps d'y aller. Des débats sur la sécurité à l'extérieur du Conseil, en tout cas moi j'en ai organisé plusieurs. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que le lien entre la vidéosurveillance et les machines à voter, moi c'est un peu ce qui m'avait le plus frappé au début, c'est qu'on transforme tout par des machines, quoi. On remplace tout par des machines. Et ça aussi, c'est important de dénoncer ça, quoi. Parce que, avec tous les arguments qui ont été donnés, surtout la sécurité, c'est clair. Mais moi, je trouve vraiment le côté dépouillement, le côté mettre le truc dans l'urne, c'est un côté humain, ça a un côté convivial. Et moi, c'est peut-être ça qui me dérange autant, même un peu moins, parce que la sécurité, c'est le pire. Et c'est pareil, la vidéosurveillance, ça coûte très cher, il y a des lobbies derrière. Pourquoi on met des caméras de vidéosurveillance partout alors que ça ne marche pas, ça ne fait absolument pas. C'est parce qu'il y a des lobbies, qu'il y a plein de fric derrière. Il n'y a pas de caméras de vidéosurveillance au Reberg. Comment? Il n'y Oui. a pas de caméras de surveillance au enfin, Reberg. partout où on en met, les problèmes de délinquance ne sont pas réglés. C'est parce que ça coûte, ça rapporte du fric. Et pourtant, au lieu de mettre des caméras, on pourrait très bien mettre des gardiens formés, qualifiés, dans tous les immeubles, ça créerait de l'emploi, ça créerait du lien social. Et les machines à voter, c'est ça aussi. On retire encore un truc tactile, convivial. Oui, moi je suis d'accord avec ce type d'argumentation. Par contre, c'est le genre d'argumentation qui, dans une certaine population, ne va justement pas passer du tout et va vous faire traiter de ringard. C'est-à-dire que cette dérive technique, elle est largement acceptée. Disons, qui n'a pas de téléphone portable, d'ordinateur, etc. Et donc c'est l'argument, bon, vous dire choisir un président, c'est pas se rencontrer dans un bureau de vote. Voilà, c'est ça. Bien sûr, je suis d'accord que c'est problématique. Parce qu'on finit par, je sais plus, j'avais lu un article d'un journaliste qui disait, on arrive au paradoxe dans lequel on essaie de faire société en vivant ensemble, sans plus même se croiser. Parce que, imaginons un jour le vote il est électronique, on reste devant son PC à la maison, on élit nos représentants et on ne s'est même jamais vu dans la rue. C'est terrifiant, on ne peut pas faire une société comme ça, c'est clair. Et politiquement, c'est mortifère ce qu'on est en train de faire, socialement. Mais c'est un argument qui est très large, très théorique, qui peut appuyer notre réflexion, mais ce n'est pas l'argument, à mon sens, qui permettra de convaincre
les gens de se mobiliser à signer la pétition, et les élus à reposer la question. Je crois qu'il faut vraiment axer plutôt sur les problèmes qui sont concrètement liés au danger d'utilisation de ces techniques. C'est-à-dire le jour où il y a 100% de votes NEDAP en France avec des machines et qu'on appuie sur des boutons, franchement, le résultat de l'élection, je donne pas cher. On pourrait piloter par satellite. Rémi. Bon, je voudrais juste rebondir là-dessus avant de revenir peut-être sur les argumentations, parce que je pense que c'est quand même un élément important, donc j'avais aussi mon point de vue là-dessus. Effectivement, disons le sens, disons le contact social, disons les machines à voter enlèvent d'une part un contact social, d'autre part un contrôle de la démocratie par les citoyens, parce qu'il y avait quand même un élément, enfin moi j'ai expérience d'avoir habité dans une petite commune pendant longtemps, où le dépouillement, notamment les présidentielles, mais pas seulement, il y avait pratiquement toute la commune qui était à la mairie, qui était présente, avec donc, tous les gens qui comptaient les bulletins et tout ça. Et c'était vraiment un lieu, disons, où les citoyens s'accaparaient la démocratie et en même temps contrôlaient la démocratie. Et c'était vraiment, quelque part, bon, il y a le sens de cette communion citoyenne. En même temps, donc ça, c'est pour le sens de la communion citoyenne et du contrôle de la démocratie. En même temps aussi, il y a une grosse interrogation qu'a soulevé Diane tout à l'heure, c'est ce listing qui est rempli avec l'ordre des votants et le numéro du votant. C'est un listing papier, mais dans le même temps, qu'est-ce qui nous assure qu'effectivement on ne peut pas savoir telle personne qui a voté à telle heure a voté ça par captation des ondes électromagnétiques, ou même, ce qui est possible, dans la machine elle-même, donc le stockage d'un fichier, ou alors, une autre chose, donc moi j'ai assisté au dépouillement dans mon bureau de vote, il a livré une cartouche, c'est un truc en plastique, avec un machin orange, enfin bref, qui sort de la machine, et qui est envoyé à la mairie, donc le bureau de vote l'envoie à la mairie, donc je suppose que la mairie centralise toutes ces cartouches, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc il doit y avoir le résultat du vote, mais peut-être d'autres choses, hein. Donc on peut supposer qu'il peut y avoir l'ordre des votants avec ce qu'ils ont voté, qu'on peut recouper avec le document papier. Donc quelque part, ça va aussi dans le sens du flicage et de la violation de la confidentialité. Donc non seulement on perd en contrôle citoyen, on perd en communion citoyenne, et en plus on va plus encore en avant vers le flicage, et ça rejoint tout à fait les caméras partout, tout ça. Donc, disons, il y a vraiment un débat global, je veux dire, là-dessus, sur ce point-là. Donc, je voulais un petit peu développer ce truc-là. Je pense que c'était important, effectivement, avant qu'on puisse revenir sur les argumentations vraiment juridiques, sur comment s'opposer au système. Voilà. Moi, j'ai une question très technique. Je suis né en retard, donc j'ai assisté vraiment à la dernière minute pour votre exposé. Je suis ancien informaticien. Je m'appelle Olivier et je fais partie du groupe CLAP. C'est une question qui me trotte depuis longtemps dans la tête. Je me suis dit, il ne faut pas trop l'exposer à ceux que je veux convaincre. À distance, qu'est-ce qui est possible de faire? Un ordinateur, il y a 20 ans déjà, on avait des ordinateurs de bord dans les Cadillacs aux États-Unis, et le circuit, il y avait un circuit qui permettait de faire une antenne. Les ingénieurs ont découvert ça beaucoup plus tard, ce qui faisait que la police, quand elle émettait, elle faisait freiner cet ordinateur sur la voiture qui passait. Donc il y avait des voitures qui freinaient dans un état parce que la police émettait sur une onde FM. Bon, c'est juste une anecdote, donc il y a 20-30 ans, ou même 40 ans je crois. Déjà, on savait ce que c'était émettre sur une onde FM, c'est pas compliqué. Maintenant, moi j'ignore complètement ce qui peut se faire à ce niveau-là, au niveau des ordinateurs, spécialement NEDAP, bien sûr. Mais j'imagine que de toute façon, ignorant effectivement les dernières technologies de pointe comme nous tous,
La population ignore ce que c'est un ordinateur en utilisant Word, et les informaticiens ignorent les dernières découvertes, sauf peut-être vous, mais la plupart, voilà. Donc, qu'est-ce qui, à on est plus dans un problème de matériel que de logiciel, justement. Bon, disons, je ne sais pas si c'est très